Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle chronique de la Common Wave. On est le 14 février et certains d'entre vous sont certainement en train de passer un excellent moment avec la personne qu'ils aiment, en tout cas je vous le souhaite. Je sais aussi que si vous êtes sur YouTube le soir de la Saint-Valentin et sur une vidéo de la Common Wave, c'est que vous n'en faites pas partie. Et c'est pas grave puisque j'ai quand même pensé à vous. Quitte à passer un petit moment célibataire et en solitaire, autant apprendre 2-3 trucs au passage, on va parler de hentai. Alors suivez-moi dans ce monde merveilleux aux confins de l'art, mais faites quand même attention où vous mettez les pieds, ça colle. C'est parti! Nous sommes entre le 15e et le 19e siècle, et s'il y a bien un truc qui est populaire au Japon, c'est le shunga, littéralement l'image de printemps, moins littéralement des gravures de sexe. Il s'inscrit dans un courant particulier artistique, le yukiyo, et donc image du monde flottant, qui se base sur des estampes gravées sur du bois, mais aussi sur une peinture qui développe un caractère plus populaire, plus narratif, pour correspondre à la fin d'une époque militaire et une émergence d'une bourgeoisie urbaine et marchande. Il est inspiré par les manuels médico-chinois de l'époque et aussi leur art érotique, qui avait pour habitude d'exagérer les dimensions des organes génitaux. Il dérive de nombreux arts japonais aussi, érotiques, mais ceci était vraiment réservé à une élite. Le shunga, c'est un art érotique qui consiste en la représentation très diverse d'actes sexuels de la vie quotidienne. On trouve des caractéristiques communes à la plupart des shunga, et notamment une qui est inspirée de son héritage artistique, c'est les attributs qui sont disproportionnés. Mais c'est pas tout. C'est aussi un art qui brasse une énorme variété de personnages de toutes les classes sociales, de tous les âges et dans toutes les scènes possibles. L'art érotique a une place et une considération sociale importante, il est très recherché et un signe de richesse. C'est un honneur d'en avoir un exposé chez soi, mais pas que. Ils étaient aussi utilisés pour l'éducation sexuelle des adolescents et offerts aux jeunes mariés pour stimuler leur imagination. Alors du coup, outre le caractère érotique, voire clairement pornographique des shunga, on en trouve aussi avec une vision très complexe de la société, avec une importance de l'esprit dans l'acte sexuel et même parfois un côté très comique. Mais malgré une forte expansion dans tout le pays, un attrait grandissant des Japonais qui, couplé aux avancées technologiques permettant une production à plus grande échelle des shunga, cette démocratisation entraîne une perte de liberté d'expression pour les artistes, c'est ce qu'on appelle la censure. Au début, ce sont les hautes strates sociales qui sont censurées, qui donc peuvent plus être représentées, et les œuvres doivent porter un cachet d'un censeur approuvé par le gouvernement militaire. C'est une période que l'on appelle la réforme de l'ère Meiji, dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est une ouverture et une prise de conscience du retard technologique du Japon par rapport aux nations de l'Ouest, une industrialisation rapide et de nombreuses réformes militaires qui la caractérisent. Cet art japonais, si on revient au shunga, se trouve encore attaqué par la censure lors de l'occupation des Alliés après la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses lois contre l'obscénité rentrent dans le code pénal, interdisant de reproduire des organes génitaux et, fun fact, jusqu'à récemment des poils pubiens. Toutefois, ces lois paradoxales permettent une énorme variété de représentations de situations et de personnages. Pour contourner la censure, les auteurs prennent un parti pris qui donnera tout un genre iconique du hentai, remplacer les pénis par des tentacules. C'est pas la première fois que les auteurs le font, on trouve des estampes de ce type au début du 19e siècle, dont la très connue Le rêve de la femme du pêcheur de Hokusai. De la même façon que le shunga s'est développé grâce au code de ses ancêtres, le hentai ne fait pas exception à la règle. En parlant de hentai, justement, l'érotisme et la sexualité dans les mangas existent depuis les années 1940, mais avec une patte graphique encore éloigné de ce qu'on connaît de nos jours. Et du coup, c'est un changement dans les caractéristiques graphiques qui se fait avec la sortie de New Treasure Island de Osamu Tezuka en 1947. Considéré comme le dieu du manga, ce principe de changement un peu graphique sera repris dans la pornographie par Azuma Hideo en 1979, qu'on appellera le père du lolicon, avec une œuvre qui s'appelle Cibele, qui offre une œuvre pornographique très proche de ce qu'on peut avoir maintenant, en tout cas de son chara-design. Yaoi, ou encore shotacon ou lolicon, sont des termes qui vous sont peut-être familiers dans l'univers du hentai. De même, les scènes de viol ou avec des monstres font partie de nos représentations courantes de cet univers, bien qu'elles soient impropres à le définir entièrement. Une controverse existe depuis le gain en popularité du hentai. Si on revient sur le terme de lolicon ou du shotacon, c'est un genre qui représente des protagonistes très jeunes, souvent des enfants dans les scènes de sexe. Ces exemples nous amènent à nous poser plusieurs questions sur notre appréciation à la place du hentai. Où mettre une limite à la création? Sommes-nous légitimes de juger immoral un art pornographique qui découle d'un mouvement artistique centenaire? Et encore plus, comment arriver à distinguer l'immoral de l'illégal? À toutes les critiques sur ce dernier point, on peut très facilement objecter que ce qui met en scène des personnages de fiction ne blesse personne physiquement, et dans ce cas, comment justifier un impact négatif sur notre vie? Est-ce que voir des choses horribles ou en dehors du cadre admis par la société nous pousse à les reproduire? Est-ce que le plaisir qu'on peut éprouver à regarder doit être confondu avec celui de réaliser quelque chose? Enfin, toutes ces questions nous font une ouverture plus large, qu'il y ait un problème de représentation ou non, qu'il soit immoral ou illégal. Est-ce que la censure est un bon moyen de réguler les hentai? Finalement, ne vaudrait-il mieux pas travailler sur nos systèmes sociaux pour prendre plus grande mesure de la notion de consentement, de ses spécificités, de la notion de consentement éclairé? Peut-être aussi il faudrait mieux sortir de nos tabous, nous autoriser à penser en dehors de nos normes pour les interroger de façon rationnelle,
pour créer un cadre plus sain pour notre sexualité? Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas la réponse malheureusement, mais peut-être que vous avez des pistes ou des idées, des solutions peut-être, n'hésitez pas à les partager et à en débattre en commentaire, dans la bienveillance évidemment. Et enfin, merci à vous d'avoir suivi cette chronique, n'hésitez pas à faire vos retours, évidemment le sujet est éminemment complexe, et je suis clairement pas un expert, n'hésitez pas à vous renseigner, à consulter les sources en description, et à me corriger si j'ai tort. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, suivez-nous sur Twitter, Insta, Facebook, abonnez-vous et lâchez un j'aime, tout est en description. Bonne Saint-Valentin tout le monde.